Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo de correction des deux exercices sur la transformation nucléaire qui étaient à faire pour ce vendredi. Donc on va commencer par l'exercice numéro 19, page 140 sur la formation d'éléments chimiques. Alors si vous vous souvenez, on avait vu ensemble au début du chapitre en introduction une problématique à propos des supernovas où on vous expliquait que les composants principaux d'une étoile sont l'hydrogène et l'hélium, mais qu'à la suite d'une supernova on trouvait d'autres éléments. Et c'est justement l'objet de cet exercice. Donc on vous explique que la supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'explosion d'une étoile et que dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire dans l'espace qui entoure l'étoile, sont libérés des éléments chimiques. Et on y retrouve en fait d'autres éléments que l'hydrogène et l'hélium. Et on cherchait à savoir pourquoi. Alors, dans la question 1, on vous demande de déterminer la composition des noyaux d'hélium de symboles He24 et He23. Alors je vous rappelle au niveau de l'écriture conventionnelle que l'écriture conventionnelle nous donne Z en bas à gauche, donc c'est-à-dire le nombre de protons, le nombre de charges, et en haut à gauche A le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Je vous affiche la correction. De ce fait-là, si on part de cette écriture conventionnelle, on trouve forcément que l'hélium possède 4 nucléons, dont 2 protons et 2 neutrons, et que le noyau d'hélium 2,3 possède 3 nucléons, dont 2 protons et un seul neutron. On fait 3 moins 2 et on obtient 1, c'est le nombre de neutrons. Encore une fois, 3 par exemple, c'est la somme proton plus neutron, donc 2 plus 1, 3. Question 1b. Les atomes correspondant à ces noyaux sont-ils isotopes? Alors il faut se souvenir de la définition d'un isotope qu'on a vu ensemble. Les atomes correspondant à ces noyaux ont le même nombre de protons, forcément c'est caractéristique d'un élément chimique, mais des nombres de nucléons et donc de neutrons différents. Ils sont donc isotopes. C'est ça la définition d'un isotope. C'est des éléments chimiques identiques, par exemple là l'hélium, mais avec un nombre de neutrons qui conduit donc à un nombre de nucléons différent, vu que nucléon c'est proton plus neutron. Question 2. La synthèse des autres éléments chimiques se fait par une succession de transformations, indiquées en justifiant la nature de ces transformations. Alors là, on voit bien que pour passer de l'hydrogène à l'hélium, par exemple, on n'a pas de conservation des éléments chimiques. Au début, on a de l'hydrogène. De l'autre côté, au niveau des produits de la réaction, on a de l'hélium. On n'a pas d'hydrogène à la fin, ni d'hélium au début. Donc on n'a pas d'équilibre entre les éléments chimiques au niveau des réactifs et des produits. Et de ce fait-là, comme il n'y a pas conservation des éléments chimiques, ça ne peut pas être une transformation chimique ni physique. Donc ça ne peut être qu'une transformation nucléaire. Question 3, complétez en justifiant l'équation de réaction de fusion du dihydrogène. Alors, au niveau de l'équation de réaction de fusion du dihydrogène, on va la faire ensemble. Comme c'est une équation de réaction nucléaire, on avait dit en cours qu'il fallait équilibrer, cette fois-ci pas les éléments chimiques, mais cette fois-ci le nombre de charges et le nombre de masses. Donc on commence par le nombre de masses, qui est en haut, le nombre de nucléons, et enfin on finit par le nombre de charges, qui est en bas, le nombre Z. Donc déjà, pour pouvoir équilibrer le nombre de masses, il va falloir mettre un 4 ici. Parce que comme ça, on va avoir 4 fois 1, 4 nucléons. Et ça sera la même chose que ce qu'on retrouve au niveau des produits. Après, si on met 4, on va se retrouver également avec 4 charges. Ce qui fait que ici, on va avoir 2 charges. On pourrait mettre 2 devant en nombre stoichiométrique, mais on se retrouverait avec 4 nucléons. Et ça nous obligerait encore à rechanger à gauche, etc. Donc c'est pas la bonne solution. La meilleure solution, c'est de mettre un 2 ici, et donc de laisser un 1 ici. Ce qui nous fait bien 4 nucléons en haut au niveau du nombre de masse, 4, là 4 plus 2 fois 0 ça fait 4, et au niveau du nombre de charges on a 4 fois 1 4, et en bas de l'autre côté on a bien 1 fois 2 2, plus 2 fois 1 2, ce qui nous fait 4. Donc on se retrouve bien avec un équilibre entre le nombre de masses et le nombre de charges. Voilà comment on fait pour équilibrer une équation nucléaire. Question 4, cette réaction de fusion modélise-t-elle une transformation physique? Alors, pourquoi on vous pose cette question? Parce qu'on a l'habitude de parler de fusion pour parler de la transformation du passage de l'état solide à l'état liquide. Or là, on ne parle pas de fusion dans ce sens-là. Là, on parle de fusion nucléaire. C'est donc pas une transformation physique. Parce qu'il n'y a pas conservation des espèces chimiques. Dans une transformation physique, je vous rappelle qu'on doit avoir les mêmes espèces au départ et à l'arrivée. Par exemple, de l'eau liquide devient de l'eau sous forme gazeuse. Voilà, là c'est une transformation physique. Donc on n'a pas conservation des espèces chimiques, c'est donc une transformation nucléaire. C'est fusion nucléaire, comme on l'a vu, deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau lourd. C'est plus une fusion à la Dragon Ball Z qu'une fusion à la transformation physique, comme on a pu le voir avec les changements d'état. Alors, question suivante, donc question 5, d'autres réactions ont lieu au cœur d'une étoile. Si la température atteint environ 10 puissance 8 Kelvin, l'équation de réaction ci-dessous se produit. Donc on a un hélium de 4 plus un autre hélium 4, nous donne un élément inconnu.
Et on vous demande de déterminer la valeur de A et de Z, puis à l'aide du tableau de déterminer X. Alors on a dit que dans une transformation nucléaire, on devait avoir conservation du nombre de masses et du nombre de charges. Donc si les nombres de masses se conservent, on va devoir simplement faire 4 plus 4, 8. Donc on va avoir 8 à l'arrivée ici. Et le nombre de charges pareil, 2 plus 2, 4. Donc ça va être un élément avec A égale 8 et Z égale 4. Encore une fois, le nombre de protons Z, le nombre de charges est caractéristique de l'élément. Il suffit d'aller voir dans le tableau de périodique qui correspond à 4 protons, c'est-à-dire qui est en quatrième position en partant du haut à gauche. Donc d'après le tableau périodique des éléments, on tombe sur le beryllium. On peut donc dire que cet atome de ce fait-là, c'est le beryllium 8, 4. Voilà l'écriture conventionnelle de l'élément chimique qu'on devait trouver. Question 6. De l'eau H2O peut être présente dans certains nuages interstellaires. Une transformation nucléaire peut-elle expliquer cette formation d'eau? Alors non, c'est pas une transformation nucléaire, ça va être une transformation chimique. Pourquoi? Parce que je vous rappelle la transformation qui conduit à la formation d'eau, ça va être 2 dihydrogènes plus 1 dioxygène nous donne 2 H2O. Là on a équilibre du nombre d'hydrogène et du nombre d'oxygène de part et d'autre. Ça c'est une transformation chimique. On a conservation des éléments chimiques. Pour former de l'eau, on va forcément devoir faire cette transformation qui est une transformation chimique. Ça peut pas être une nucléaire parce que dans les transformations nucléaires on ne fait pas des molécules, on garde des éléments, des atomes, on vient juste modifier le nombre de neutrons, le nombre de protons, voilà, on vient juste modifier les particules qui constituent le noyau. On vient pas former des molécules. Donc forcément si on part d'atomes pour arriver à des molécules, c'est forcément une transformation chimique. Par contre, dans les étoiles, on avait dit qu'il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc on peut tout à fait concevoir que l'oxygène qui était présent dans les nuages interstellaires, qui a permis la formation de l'eau grâce à cette réaction chimique, a été formée, elle, par contre, par une réaction nucléaire. C'est-à-dire que les hydrogènes, les héliums ont fusionné, un peu comme dans la question 5, pour finir par former de l'oxygène, qui, eux, se sont assemblés en dioxygène grâce à une réaction chimique, puis grâce à cette réaction chimique-là, ont formé de l'eau en s'associant avec du dihydrogène, en réagissant avec du dihydrogène. Donc on peut même développer ça en disant que c'est une transformation nucléaire qui a formé le dioxygène, mais que c'est bien une transformation chimique qui a formé l'eau. Voilà pour cet exercice, c'est terminé. Donc on va passer au deuxième exercice, qui était l'exercice 21, page 141. Donc c'est un exercice à chacun son rythme, c'est-à-dire que vous avez le choix de faire soit l'énoncé compact, soit l'énoncé détaillé. Je vous conseille comme d'habitude de commencer par essayer de le faire avec l'énoncé compact, et si vous n'y arrivez pas, vous le faites avec l'énoncé détaillé, qui ne fait que vous détailler le raisonnement que vous êtes censé avoir pour répondre à la question, car la dernière est la même que celle de l'énoncé compact. Faites toujours attention dans les exercices de physique-chimie, les données sont très souvent à la fin, donc allez toujours bien regarder au bout de votre exercice s'il y a des données qui peuvent vous servir à répondre aux questions. On vous explique dans cet exercice que l'eau de mer contient du deutérium, l'isotope de l'hydrogène. Si vous vous souvenez ce que je vous avais expliqué en cours, c'est l'hydrogène 2, c'est-à-dire l'hydrogène qui possède un neutron en plus de son proton habituel. C'est un des isotopes de l'hydrogène. On estime la concentration en masse en deutérium de l'eau de mer à 32,4 mg par litre. Le noyau de deutérium H2O est le réactif d'une transformation dite de fusion modélisée par l'équation suivante. Donc on a la fusion entre un deutérium et un tritium, c'est-à-dire l'isotope 3 de l'hydrogène, pour nous donner un hélium classique, l'hélium 4, et un neutron. L'énergie libérée par cette réaction de fusion d'un noyau de deutérium avec un autre tritium est égale à 2,82 10-12 joules. Donc on vous donne l'énergie pour un seul noyau. D'accord ? Notre problème à nous, c'est qu'on n'a qu'une masse. Et bon, on va voir ça après. Discutez l'affirmation suivante, la fusion du deutérium contenu dans un litre d'eau de mer avec du tritium produirait autant d'énergie que la combustion de 800 litres d'essence. Donc là, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Sans regarder l'énoncé détaillé pour le moment, on essaye de réfléchir au raisonnement qu'on est censé adopter. On va devoir trouver l'énergie qui est libérée par la fusion du deutérium qui est contenu dans un litre d'eau de mer, et on va devoir également calculer cette même énergie, mais qui est cette fois libérée par la combustion de 800 litres d'essence. Et on va devoir comparer ces valeurs pour voir si, en effet, elles sont identiques ou pas, et donc pouvoir discuter de l'affirmation qu'on nous a donnée. C'est exactement ce qu'on nous détaille dans l'énoncé détaillé. Alors, on va commencer par quoi? On va devoir calculer l'énergie libérée par la fusion du deutérium contenu dans un litre d'eau de mer. Le problème, c'est qu'on a la valeur de l'énergie libérée par la fusion du deutérium avec le tritium que pour un atome. Donc on va devoir savoir combien d'atomes on a dans la quantité de deutérium qu'il y a dans un litre d'eau de mer. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on a 32,4 mg par litre. Et donc ça veut dire que dans un litre d'eau de mer, si c'est 32,4 mg par litre, ça veut dire que pour un litre, il y a 32,4 mg. Donc on sait que la masse de deutérium présente dans un litre d'eau de mer, c'est 32,4 mg. À nous de la convertir maintenant en nombre d'atomes. Alors je vous montre la correction et on va la détailler ensemble. Donc comment on fait?
c'est exactement ce qu'on a dit, 32,4 mg contenu dans 1 litre d'eau de mer. Il faut se servir de la formule qu'on a vue dans le chapitre des moles, qui nous donnait le nombre de molécules. Alors je vous rappelle que la formule, c'est le nombre de molécules est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. Par exemple, là dans le cas qui nous intéresse, la masse de l'échantillon total c'est 32,4 mg, on a 32,4 mg de deutérium, divisé par la masse d'une entité, c'est-à-dire la masse d'un atome de deutérium qui nous est donné ici dans les données, 3,34 10 puissance moins 27. Bien sûr, il faut que les unités soient les mêmes en haut et en bas. C'est pour ça qu'on a converti ici la masse de deutérium présente dans 1 litre d'eau de mer qui est en milligrammes en kilogrammes, parce que la masse qui nous est donnée en données pour un deutérium c'est des kilogrammes. Vous pouviez également transformer cette masse-là en milligrammes. Le tout c'est que les unités soient les mêmes. Là on a plutôt fait le choix de transformer en kilogrammes. Et quand on fait le calcul, on obtient le résultat 9,70 10 puissance 21 atomes de deutérium. Attention aux chiffres significatifs, on en a 3 ici, donc on doit en laisser autant que celui qui en a le moins, donc celui qui en a le moins c'est 3. Pour ça qu'on laisse 3 chiffres significatifs avec la bonne écriture scientifique. Question 2, on va chercher de cette là, maintenant qu'on a le nombre d'atomes, l'énergie libérée par la transformation nucléaire du deutérium contenu dans 1 litre d'eau de mer. On sait que dans 1 litre d'eau de mer, il y a 9,70 10 puissance 21 atomes de deutérium. On sait que l'énergie libérée par un atome, c'est 2,82 10-12, donc on n'a plus qu'à multiplier l'un par l'autre. L'énergie va donc être 9,70 10-21 multiplié par 2,82 10-12, qui nous donne encore une fois avec 3 chiffres significatifs, 2,74 10 puissance 10 joules. Question 3, calculer l'énergie libérée lors de la combustion, cette fois-ci de 800 litres d'essence. Si on veut pouvoir les comparer, il faut calculer aussi celle des 800 litres d'essence. On vous dit en données que l'énergie libérée lors de la combustion d'un litre d'essence c'est 3,5 10 puissance 7 joules. Là, c'est beaucoup plus simple, il suffit de multiplier 800 par 3,5 10 puissance 7, ce qui nous donne 2,8 10 puissance 10, avec deux chiffres significatifs, parce qu'ici on a deux chiffres significatifs, et là 3. Donc on est obligé d'en laisser 2, le minimum de toutes les données expérimentales. Et donc on se retrouve avec 2,8 10 puissance 10 joules pour l'essence et 2,74 10 puissance 10 joules pour le deutérium. Donc au final, aux erreurs de mesure près, on est quasiment à la même valeur. C'est-à-dire que si on fait la valeur la plus grande divisée par la plus petite, pour pouvoir les comparer, comme on fait toujours pour les comparer, on va trouver que la valeur de l'essence c'est 1,02 fois celle du deutérium. Et 1,02 ça veut dire qu'en gros, elle ne diffère que de 2%. Donc à 2% de différence entre les deux, on peut considérer que c'est les mêmes valeurs. Donc on répond à la question, oui, en effet, l'affirmation est donc exacte. Voilà, c'est terminé pour cette correction. Je remercie à ceux qui regardent encore les vidéos, pour ceux qui restent, qu'il n'y en a plus eu tant que ça, d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à noter vos questions et à me les poser demain à la visioconférence. Bonne journée à tous.